Je suis le silence, un silence brisé par le fracas métallique de mon corps traînant sur l'asphalte. La nuit me caresse, et je la hante, comme un murmure que personne n'entend. Mais je suis là, toujours là. Il m'appelle Tec-Tec, à cause du bruit que je fais en avançant. C'est ironique, vraiment. Ce son répétitif, mécanique, effroyable. C'est le battement de mon cœur mutilé, le rappel que je ne suis plus entière. Mes mains décharnées raclent le sol avec une lenteur effrayante. Et pourtant, je me déplace si vite, trop vite, assez pour que nul ne puisse fuir. La rage m'étreint, pas une colère humaine, non, une fureur viscérale, animale. C'est tout ce qu'il me reste depuis qu'ils m'ont volé mon corps, m'ont laissé là, sur ces rails, à attendre ma mort dans l'agonie la plus sourde. Ils m'ont brisé, coupé en deux, laissant mes jambes disparaître dans les entrailles d'un train, tandis que je contemplais la fin de ma vie, impuissante. Je me souviens encore de la douleur, elle ne s'efface jamais. Mes entrailles, ouvertes comme un livre maudit, brûlaient de l'intérieur, et pourtant, je n'ai pas crié, pas de sanglots, pas de hurlements, rien que le silence, ce silence qui m'habite à présent. Mais dans ce néant s'y réveillait une force que je n'aurais jamais soupçonnée. Quelque chose a pris racine en moi, plus puissant que la mort, une haine si profonde que même la faucheuse ne pouvait m'emporter. Maintenant, je suis ici, entre deux mondes, une ombre défigurée qui erre sans but, sauf un. Je cherche, je guette ceux qui ne font pas attention, ceux qui croisent mon chemin sans comprendre ce qui les attend. Je veux leur voler ce qu'on m'a pris, leur intégrité, leur vie. Je veux qu'ils ressentent la déchirure, l'effroi de perdre ce qui les définit. Je veux les entendre crier, je veux sentir leur terreur m'envahir, comme un baume sur mes blessures béantes. Quand je les poursuis, je ressens une satisfaction étrange, un frisson, un écho de ce que j'étais autrefois, de la femme que j'ai été, celle qui souriait, qui riait, qui aimait. Mais ce souvenir est lointain maintenant, presque éteint. C'est comme regarder à travers une vitre brisée. Tout ce qui reste, c'est le besoin de rendre des comptes, de faire payer cette injustice que personne ne comprend. Je les hais. Ces vivants qui ne se méfient jamais, ils sont arrogants, inconscients du danger qui rôde sous leurs pas. Quand mes bras saisissent leurs chevilles, quand ils tombent à terre, je vois dans leurs yeux ce que j'ai tant désiré, la panique, l'incompréhension, la peur pure. Alors je les regarde, immobile un instant, et je sens un fragment de paix se poser sur mes épaules. Mais ce n'est pas assez. Leur mort ne me ramène pas mes jambes. Leur souffrance n'adoucit pas ma douleur. Leurs visages se mélangent dans ma mémoire. Ils ne sont que des silhouettes dans ma quête interminable. Je ne sais même plus pourquoi je continue. Peut-être que je crois qu'un jour, l'un d'eux saura me voir pour ce que je suis vraiment. Peut-être qu'un jour, je trouverai un autre damné, brisé comme moi, qui comprendra. Mais jusqu'à ce jour, je resterai dans l'ombre, traînant mes restes, guettant l'instant où mes doigts effleureront à nouveau la chair chaude d'une nouvelle proie. Et alors, le bruit reprendra. Tec-tec. Le temps n'a plus de sens pour moi. Les jours et les nuits s'entremêlent dans une même obscurité. Mais ce que je sais avec certitude, c'est que ma quête a commencé. Mon esprit est toujours hanté par les visages de ceux qui ont causé ma mort. Trois silhouettes qui se tenaient là,
sur ce quai, cette nuit-là. Ils étaient là quand tout s'est effondré, quand mes jambes ont été arrachées. Ils ne m'ont pas aidé, ils n'ont même pas crié. Ils m'ont regardé mourir, glacés par leur propre lâcheté, puis sont partis comme si je n'étais rien. Mais je me souviens d'eux, chacun d'eux. Le premier est celui que je traque ce soir, Hiroshi. Je me souviens de ses yeux, de la façon dont ils ont tremblé, remplis de peur, mais aussi d'indifférence. Lorsqu'il a vu mon corps tomber sur les rails, il n'a pas bougé, pas un pas, pas un cri. Il est resté là, paralysé, son visage déformé par l'horreur, avant de tourner les talons et de s'enfuir avec les autres. Je l'ai trouvé. Le monde des vivants est si facile à fouiller pour quelqu'un comme moi. Une âme brisée, mais pas oubliée. Hiroshi vit dans une tour d'immeuble, seul, sans attache. Ses murs sont recouverts d'objets clinquants, des trophées de sa réussite. Mais ses yeux, eux, n'ont pas changé. Ils sont toujours hantés, comme si une partie de lui savait que je reviendrais, comme s'il m'attendait. Ce soir, je le guette dans la pénombre, caché dans les ombres du hall de son immeuble. Il ne me voit pas encore, mais il sent quelque chose, je le sais. Il marche vite, son pas lourd, cherchant à ignorer ce frisson qui parcourt sa nuque. Il presse le bouton de l'ascenseur. J'entends le ding dans le silence oppressant de la nuit. Il est seul. Il n'y a personne pour lui porter secours. Personne pour entendre ce qui va se passer. Je m'avance lentement. Tec, tec. Il tressaille. Il connaît ce son. Il l'a entendu avant. Dans ses cauchemars. Dans les recoins sombres de son esprit où il n'a jamais osé s'aventurer. Il se retourne brusquement. Mais il ne voit que des ombres. Mon visage est caché. Mon corps mutilé rampant toujours plus près. Il commence à paniquer. Ses yeux, ces mêmes yeux qui m'ont regardé mourir s'agrandissent. Cette fois, il ne peut pas s'échapper. Quand il monte dans l'ascenseur, il appuie frénétiquement sur les boutons. L'air se fait lourd, son souffle court. Les portes se referment, mais c'est trop tard. Je suis déjà là, invisible, insaisissable. J'attends. La cabine monte lentement et je sens son cœur battre plus fort. Le rythme s'accélérer, résonner contre les parois métalliques. Il sent que quelque chose ne va pas. L'air est devenu glacial. Son reflet dans le miroir lui semble flou, déformé. Il regarde autour de lui, le corps rigide de peur. C'est à cet instant que je me révèle. Je me matérialise dans un coin de l'ascenseur, à demi rampante, mes doigts crochus s'accrochant au sol. Mon torse s'avance sans bruit, mes membres déformés raclent le sol. Tec, tec, mes yeux vides le fixent. Il pousse un cri d'animal pris au piège. Mais l'ascenseur est déjà bloqué, figé entre deux étages. Sa gorge se serre. Il cherche un moyen de fuir, mais il n'y a nulle part où aller. Hiroshi. Ma voix n'est plus qu'un murmure, un souffle venant d'un autre monde. Te souviens-tu de moi? Il hurle encore, mais aucun son ne sort. Sa terreur est palpable. Un frisson d'extase parcourt mon corps mutilé. C'est ce que je veux.
ce pourquoi je suis revenu, qu'il souffre, qu'il sente ce que j'ai ressenti cette nuit-là, seul et abandonné. Je rampe vers lui, mes bras s'étirent, mes doigts griffent ses jambes. Il essaie de se débattre, de reculer, mais je le tiens fermement. La panique le consume et je me nourris de sa peur. Pourquoi ne m'as-tu pas aidé? Je lui murmure, ma voix semblable au vent glacé qui traverse l'ascenseur. Il n'a pas de réponse. Ses yeux, pleins de larmes, cherchent une échappatoire, mais il n'y en a aucune. Il est à moi. Il m'appartient désormais. Je plonge mes mains dans sa chair. Il se débat. Ses cris résonnent contre les parois métalliques. Mais c'est inutile. Je le déchire, morceau par morceau, comme l'on m'a déchiré. Son sang coule, mais il ne suffit pas à étouffer mes souvenirs, à apaiser ma haine. Lorsque sa vie s'éteint, je ne ressens qu'un vide, un vide plus grand encore que celui qui m'habite déjà. Mais cela ne fait que commencer. Hiroshi n'était que le premier. 2 autres attendent. 2 autres visages me hantent encore. Je vais les trouver et je vais leur faire payer. Le premier est tombé, Hiroshi. Son sang a taché mes mains, mais cela n'a rien changé. Mon cœur, ou du moins ce qu'il en reste, est toujours froid, toujours aussi vide. J'ai senti sa peur s'éteindre en lui, et pourtant, la mienne, celle qui me hante depuis ce jour maudit, reste intacte. 2 autres. La deuxième est plus difficile à atteindre. Sa vie est bien plus protégée, entourée de monde. Elle s'appelle Ayumi. Je me souviens d'elle, petite, fragile, mais plus dangereuse qu'elle ne le paraissait. C'est elle qui m'a vu tomber en premier. C'est elle qui a détourné le regard la plus vite. Elle était là, ses yeux écarquillés, ses mains tremblantes. Mais elle n'a rien fait. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas bougé. Comme Hiroshi, elle a fui. Son souvenir me hante autant que le premier. Mais elle a continué sa vie sans le moindre remords, sans même un regard en arrière. C'est cela qui me brûle. Elle s'est mariée, a eu des enfants, une belle vie, loin du cauchemar qui m'a emprisonné. Mais je suis revenu pour lui rappeler ce qu'elle a fait, ce qu'elle a laissé derrière elle. Ce soir, elle est seule. Ses enfants dorment à l'étage. Son mari est en voyage d'affaires. Elle est dans la cuisine, préparant une tasse de thé, ignorant encore l'ombre qui rôde dans sa maison. La maison est grande, spacieuse, bien plus que celle dans laquelle je vivais autrefois. Elle s'est bien établie. Ayumi, elle a réussi à tout oublier. Mais moi, je me souviens de tout. Je me glisse dans sa demeure, invisible, comme un spectre que personne ne peut voir. Mes doigts griffent légèrement le sol, et déjà, elle tressaille. Ses sens se réveillent. Elle sent quelque chose, un courant d'air glacé qui fait frémir les rideaux. Mais elle ne comprend pas encore. Je l'observe depuis l'ombre du couloir, regardant chaque mouvement, chaque battement nerveux de son cœur. Sa main tremble légèrement en portant la tasse à ses lèvres. Elle ne le sait pas, mais son corps se souvient de moi. La peur est inscrite en elle, quelque part, enfouie profondément, comme une graine qui n'a jamais germé.
jusqu'à ce soir. Je laisse échapper un léger son, presque imperceptible. Tec, tec. Elle sursaute, ses yeux cherchant l'origine du bruit. Mais tout ce qu'elle voit, ce sont les ombres. L'horloge du salon égrène lentement les secondes, amplifiant le silence oppressant. Je sais qu'elle commence à se souvenir. Elle ne veut pas y penser, mais le souvenir de cette nuit-là refait surface malgré elle. Le bruit, ce son métallique, déformé qu'il avait suivi pendant des années après l'accident. Elle se lève brusquement, se dirige vers la porte du salon, ses yeux fouillant les recoins sombres. Ses mains se crispent sur la poignée. Il n'y a rien, murmure-t-elle pour se rassurer. Elle allume les lumières, inondant la pièce de clarté. Mais la lumière ne me chasse pas cette fois. Je la laisse dans cette illusion de sécurité quelques instants de plus. Le thé fume toujours dans sa tasse, mais elle n'ose plus le boire. Je m'avance enfin, lentement, mes membres désarticulés raclant le sol. Mon souffle froid envahit la pièce avant que ma présence ne soit visible. Elle tourne la tête, et c'est là qu'elle me voit. Son visage blêmit instantanément. Ses yeux, ces mêmes yeux qui m'ont vu mourir, s'agrandissent de terreur. Elle lâche sa tasse qui se brise en 1000 morceaux sur le sol carrelé. Elle veut crier, mais aucun son ne sort. Son corps est figé dans une terreur pure, incapable de comprendre ce qui se passe. Je rampe vers elle, mes membres traînant, faisant résonner ce bruit maudit. Tec, tec. Tu te souviens de moi, Yumi? Ma voix n'est plus qu'un souffle, un murmure venu du gouffre de mes souvenirs déformés. Elle secoue la tête, ses jambes vacillant sous elle. Mais je sais qu'elle se souvient. Elle me voit enfin pour ce que je suis devenu. L'horreur qu'elle a laissée derrière elle ce soir-là, sur les rails. Elle balbutie. Ses mots se brisent dans sa gorge. Je ne pouvais pas. Je n'écoute pas ses excuses. Elles n'ont pas d'importance. Son silence cette nuit-là a scellé son sort. Je continue à m'avancer, me rapprochant de ses jambes intactes, que je lui envierais toujours. Je les agrippe avec mes doigts glacés, et elle hurle enfin, un cri de terreur pure. Tu aurais pu m'aider. Ma voix se fait plus dure, mes griffes s'enfonçant dans sa peau. Tu aurais pu crier, tu aurais pu faire quelque chose. Elle pleure maintenant, ses larmes roulant sur ses joues, suppliant sans même savoir quoi dire. Ces mots sont des excuses vides, des tentatives de réécrire le passé, mais rien ne peut changer ce qui s'est passé ce soir-là. Rien ne peut me ramener. Alors, je fais ce que je sais faire. Je la fais payer. Mes mains la tirent au sol, comme je l'ai fait avec Hiroshi. Mais cette fois, je suis plus lente, plus cruelle. Je veux qu'elle ressente chaque seconde. Elle se débat, ses mains agrippant le sol, cherchant un point d'ancrage. Mais elle ne peut échapper à ma poigne. Je me hisse sur son corps, mes yeux vides plongés dans les siens, et je commence à la déchirer. Ses cris résonnent dans toute la maison, mais personne ne viendra. Personne n'est là pour la sauver, tout comme personne n'était là pour moi. Quand tout est fini et que son corps gît sans vie, je reste un moment, immobile. Mes mains sont couvertes de son sang, mais cela ne m'apaise pas. Mon cœur continue de brûler. La vengeance n'est jamais douce.
Elle est amère, froide comme le vide en moi, mais il en reste un seul, celui qui m'a regardé avec le plus grand mépris, celui qui n'a jamais eu peur, celui qui est parti sans un regard en arrière. Bientôt, il sera le dernier à tomber, le dernier, celui pour qui la mort serait une miséricorde. Mais il n'aura pas cette chance, il ne la mérite pas. Koji, c'est lui, il est celui qui a rendu ma mort inévitable, qui a tout commencé, alors que Hiroshi et Ayumi étaient des témoins, des lâches aveuglés par la peur. Koji était l'instigateur, c'est lui qui a poussé, c'est lui qui a ri, c'est lui qui a fait de ma vie un enfer, bien avant que les rails ne dévorent mon corps. Je me souviens de chaque insulte, de chaque coup porté en cachette, des rires qui suivaient mes pas dans les couloirs de l'école, de la façon dont il me traquait, tel un prédateur, me rabaissant jour après jour, jusqu'à ce que je ne sois plus qu'une ombre tremblante, guettant un répit qui ne venait jamais. Il aimait ça, il aimait me voir souffrir, il aimait me voir essayer de lui échapper, toujours en vain. Mais cette nuit-là, il est allé trop loin. C'était un soir d'hiver. Je me rappelle du froid mordant du vent qui hurlait dans les rues désertes. Il m'avait suivi, encore une fois, comme toujours. Mais ce soir-là, il n'était pas seul. Hiroshi et Ayumi étaient là, traînant dans son sillage, observateurs silencieux, complices malgré eux. Il m'a acculé près de la gare, là où les trains fendaient la nuit, là où la foule du jour avait cédé la place à une solitude glaciale. Je me souviens de ses mains brutales me poussant contre la rambarde, de son sourire, ce rictus cruel, tandis qu'il murmurait des mots empoisonnés comme des aiguilles enfoncées dans ma chair. Puis, sans prévenir, il m'a poussé. Les rails m'ont avalé, le choc, la douleur indescriptible, mes jambes emportées comme des feuilles mortes sous la force du train, et lui, là-haut, qui regardait sans une once de remords, ses yeux brillants d'une satisfaction sadique. Il n'a même pas fui, il est resté un moment, observant mon corps brisé, avant de tourner les talons avec un calme glaçant, ses deux acolytes le suivant comme des ombres. C'est à lui que je réserve le pire. Je l'ai retrouvé, bien sûr. Il n'a jamais cessé de m'obséder. Koji a bien grandi depuis et est devenu un homme de pouvoir, habitué à dominer, à manipuler ceux qui croisent son chemin, comme s'il n'avait jamais quitté ce rôle de bourreau qu'il aimait tant. Il dirige une entreprise, marié, père de 2 enfants, vivant dans une maison luxueuse au sommet d'une colline, loin des ténèbres qu'il a semées derrière lui. Mais, même dans son palais doré, il sent ma présence. Depuis que j'ai traqué Hiroshi et Ayumi, il est sur ses gardes. Il sait qu'il est le prochain, le dernier. Il sent mon souffle dans les couloirs sombres de sa demeure. Il m'entend dans ses cauchemars, où je revis, encore et encore, ce moment où il m'a condamné. Et ce soir, je viens le chercher. Je le retrouve seul dans son bureau, au sommet de sa maison. Ses enfants sont couchés, sa femme dort, inconsciente du malheur qui s'abattra bientôt sur eux. Il est là, derrière son grand bureau de verre, entouré de ses succès, de ses richesses, mais ses trophées n'ont aucun pouvoir contre moi. Ils ne le sauveront pas. Il me voit avant même que je ne sois complètement présente. Son regard se fixe sur un coin sombre de la pièce, et il sait que je suis là, que j'attendais ce moment. La terreur commence à se lire sur son visage, un spectacle que je savoure, mais ce n'est pas encore suffisant. Je m'avance, me manifestant lentement dans la lumière pâle de la nuit, mes membres tordus, mon corps traînant toujours sur le sol, mes entrailles exposées, se traînant derrière moi comme un linceul macabre, mes yeux, morts et vides, fixés sur lui. Tek, tek.
Koji. Je prononce son nom, chaque syllabe dégoulinant de haine. Te souviens-tu de moi? Il ne répond pas. Il est paralysé, comme si toute sa vie, toute sa force s'effondrait à l'instant où nos regards se croisent. Je vois son masque de puissance se fissurer. Il tente de se lever, de reculer, mais ses jambes tremblent. La terreur qu'il a si souvent infligée aux autres revient enfin sur lui, avec une violence qu'il ne peut supporter. Tu m'as tué, je murmure, mes mots résonnant dans la pièce comme un écho funèbre. Tu m'as jeté sur ces rails, et tu m'as regardé. Je m'approche encore, lentement, pour savourer chaque seconde de son agonie. Il balbutie, essaie de former des excuses, des justifications, mais rien de ce qu'il dira ne m'atteindra. Ses mots sont des cendres dans la tempête. Je veux plus que des paroles, je veux son âme. Je m'arrête à quelques centimètres de lui. Il est pris au piège. Je le fixe, et il voit dans mes yeux ce qu'il m'a fait devenir, ce qu'il a créé. Tu ne mourras pas, je lui murmure doucement. Pas tout de suite. Tu ne mérites pas de mourir aussi facilement. Il gémit, son corps tremblant sous mes doigts glacés. Il ne comprend pas encore. Il croit que la mort est ce que je réserve pour lui, mais il n'a encore rien vu. Je ne veux pas simplement le tuer. Non, je veux qu'il regarde tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il aime s'effondrer sous ses yeux. Je veux qu'il ressente le désespoir, l'impuissance qui m'a consumé cette nuit-là. Je desserre mon étreinte, le laissant retomber au sol. Misérable. Il me regarde, ses yeux suppliants, implorant une pitié que je n'ai plus. Je disparais de sa vue pour un moment, me glissant dans l'obscurité de sa maison. Sa famille, sa femme et ses enfants dorment paisiblement, inconscients de l'horreur qui rôde dans leur demeure. Mais pas pour longtemps. Je me dirige d'abord vers la chambre des enfants. Une petite fille et un garçon, innocents, plongés dans leurs rêves. Mais je ne suis pas là pour eux, je suis là pour lui. Je veux que Koji ressente la perte, qu'il soit témoin de ce que je vais leur faire. Je me faufile jusqu'à la porte de leur chambre, et d'un simple coup de griffe, je fais grincer les charnières, provoquant un son aigu et sinistre. Le garçon se réveille le premier. Ses yeux s'ouvrent lentement, cherchant la source du bruit. Quand il me voit, son petit corps se fige de peur. Je m'avance lentement, traînant sur le sol, mes griffes raclant le parquet. La terreur commence à déformer ses traits enfantins, et il se met à crier. Koji, en bas, entend les cris de son fils. Je l'entends aussi. Il essaye de se lever, mais ses jambes tremblent trop. Il sait ce qui est en train de se passer. Il sait que je suis avec eux, mais il ne peut rien faire. Rien du tout. Je me tiens maintenant au pied du lit, mes yeux vides fixés sur le garçon. Puis, la petite fille se réveille à son tour. Confuse et apeurée, il hurle, mais je ne les touche pas encore. Je veux qu'il monte, qu'il voie ce qui va se passer. Je veux qu'il soit là pour tout perdre. Il arrive, haletant, se traînant vers l'étage malgré la douleur qui paralyse ses membres. Quand il atteint la porte de la chambre, il me voit, et ses enfants voient aussi la terreur sur son visage. « Non, laisse-les !» gémit-il, ses mains tremblantes, essayant de saisir quelque chose, n'importe quoi pour les protéger. « Regarde, Koji !» murmurai-je, me tournant lentement vers lui. « Regarde ce que tu vas perdre, exactement comme tu m'as perdu. » Je lève une main décharnée, et d'un seul geste, je déchire l'air autour des enfants. Leurs cris se transforment en un gémissement silencieux. Je ne les tue pas, ce serait trop facile. Je les plonge dans un sommeil sans fin, un état entre la vie et la mort. Leurs petits corps figés dans une torpeur éternelle. Ils ne ressentiront plus rien, ne rêveront plus jamais, condamnés à errer,
dans un néant sans fin, tout comme moi. Koji tombe à genoux devant la porte, les larmes coulant sur son visage. Il pleure, frappant le sol de ses poings impuissants. Tu aurais dû y penser avant, Koji, lui dis-je, mes mots coupant comme des lames, avant de me jeter sur ces rails, avant de me laisser pour morte. Je le laisse là, son regard désespéré fixé sur ses enfants qui ne se réveilleront jamais. Je me glisse ensuite dans la chambre conjugale, où sa femme dort paisiblement, mais elle ne se réveillera pas dans la panique. Je lui réserve un sort encore pire. Je me penche au-dessus d'elle, mes griffes frôlant son front, et je murmure dans son esprit. Je plante en elle les souvenirs de ma mort, la terreur de ce moment, mais aussi la douleur physique, la sensation de chaque os brisé, de chaque muscle déchiré. Quand elle se réveille enfin, elle hurle de terreur et de douleur, des larmes ruisselant de ses yeux fermés. Elle vit maintenant ma mort, encore et encore, enfermée dans cette boucle infernale. Elle crie sans cesse, ses mains griffant le matelas, essayant de fuir une souffrance qu'elle ne peut ni comprendre ni arrêter. Koji entend les cris. Il sait que c'est sa femme. Il tente de se lever, mais ses jambes sont trop faibles. Il tombe encore, rampant lamentablement jusqu'à sa chambre, ses yeux écarquillés par la terreur. Quand il entre, il la voit se tordre de douleur, piégée dans un cauchemar vivant. Elle ne le reconnaît même plus. Pour elle, il n'est qu'un visage parmi les ombres. « Tu voulais tout contrôler, Koji ?» dis-je, apparaissant dans l'encadrement de la porte. « Tu pensais que tu pouvais briser qui tu voulais sans conséquence. Mais regarde maintenant. » Je me tourne lentement vers lui, et pour la première fois, il semble comprendre l'ampleur de ce qui lui arrive. Il a tout perdu. Sa femme, ses enfants, son avenir. Tout ce qu'il avait construit est en ruine. Mais il reste une dernière chose à faire. Je m'approche de lui, et il rampe en arrière, essayant de fuir. Mais il n'y a nulle part où aller. Je saisis ses jambes brisées, et je le traîne sans ménagement jusqu'à l'extérieur, vers la route qui mène au rail. Le train arrive, rugissant dans la nuit comme une bête affamée. Je le jette sur la voie, mais je ne compte pas lui accorder le même sort que le mien. Non, ça serait trop doux. Koji, je murmure en me penchant vers lui, ma voix glaciale et impitoyable. Tu vas ressentir ce que j'ai ressenti, la douleur de la mutilation, la terreur de l'oubli, mais tu ne mourras pas comme ça. Le train approche, et juste avant l'impact, je le tire hors des rails, l'empêchant d'être emporté. Je lui brise les jambes à nouveau, le laissant paralysé sur le sol, incapable de se mouvoir. Son corps est une épave, son esprit une ruine. Je te laisse avec ce que tu détestes le plus, toi-même. Je crache en le regardant, l'ombre d'un sourire déformant mon visage. Tu vivras avec cette horreur, cette douleur sans jamais pouvoir t'échapper. Et un jour, tu me rejoindras, mais seulement quand ton esprit aura été totalement brisé. Et avec cela, je disparais dans la nuit, le laissant hurler seul, perdu dans un abîme de désespoir éternel. Koji reste là, brisé, ses hurlements se fondant dans le silence de la nuit. Le monde qui l'entoure continue, indifférent à sa douleur, tout comme il l'était autrefois à la mienne. Ses enfants, figés dans un éternel sommeil, sa femme, emprisonnée dans un cauchemar sans fin, et lui, condamné à la paralysie et à la folie. Ils ne sont plus que les ombres de ce qu'ils étaient. Je les ai tous réduits à néant, comme il m'a réduit, et maintenant, il est seul, plus seul que jamais. Ma vengeance est complète, mais
Aucune satisfaction ne vient apaiser l'horreur qui m'habite. Le vide demeure. Il n'y a ni paix, ni rédemption pour une âme aussi torturée que la mienne. Même après avoir pris tout ce qu'il aimait, je suis toujours tec-tec, un spectre perdu, condamné à errer entre ce monde et l'au-delà, traînant ma haine comme une ombre.